Ces trésors étaient destinés à disparaître à tout jamais. La parure d'aigues marines légendaires de la couronne néerlandaise, des gemmes éblouissantes aux teintes de lagons marins, collectionnées durant des décennies par la reine Juliana elle-même. À sa disparition, un terrible sort les attendait, être dispersés pièce par pièce. Mais et si je vous disais que ce n'est là que la pointe de l'iceberg? Et si les parures les plus intimes et personnelles de cette collection étaient un don d'un homme dont le nom résonna au cœur de l'un des scandales politiques les plus sordides que l'Europe ait connus? Quel sombre secret recèle cette broche offerte par un mari aimant, mais qui fut plus tard accusé de corruption et de trahison des intérêts nationaux? Et surtout, la question cruciale: comment, contre toute attente, la famille royale a-t-elle réussi à mettre en œuvre un stratagème incroyable pour sauver ses joyaux de ses propres lois et d'héritiers avides? Quelle astuce juridique géniale ont-ils employée pour déjouer le système lui-même? Aujourd'hui, nous vous révélons toute la vérité, celle que le scintillement des aiguës marines masquait. Préparez-vous, c'est une histoire non pas de beauté, mais de scandale, de secret et d'un plan de sauvetage génial. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous serez sidérés. Nous sommes en 1929. L'Europe vibre encore des échos des années folles, une époque de jazz, de coupes courtes et de la géométrie audacieuse du style Art déco, qui a rejeté les lignes sinueuses du passé au profit de la netteté, de la vitesse et d'un luxe avant-gardiste. C'est une période de contraste. Les anciennes monarchies tentent de trouver leur place dans un monde en mutation rapide, tandis que dans l'art joaillier, les guirlandes opulentes de la Belle Époque cèdent la place à des formes strictes, quasi architecturales, et à l'éclat froid du platine. C'est précisément à cette époque charnière que la jeune princesse des Pays-Bas, Juliana, s'apprêtait à entrer dans une nouvelle phase de sa vie. Elle atteignait l'âge de 20 ans. Un âge où l'héritière du trône fait de plus en plus d'apparitions officielles et se doit de posséder des parures dignes de son rang. Ses parents, la reine régnante Wilhelmine et le prince Henri, s'étaient donné pour mission d'offrir à leur fille quelque chose de très spécial, un joyau qui allierait la majesté royale à une fraîcheur juvénile. Le choix des créateurs ne se porta pas sur les joailliers parisiens en vogue, mais sur les maîtres artisans du royaume, la maison de joaillerie néerlandaise Kempen, Begeer et Vos. Ce fut une décision de principe soulignant la fierté nationale et la confiance en leur propre talent. Les joailliers reçurent une commande délicate et complexe: créer un diadème qui ne submergerait pas la jeune princesse sous le poids d'un passé impérial, mais au contraire, mettrait en valeur sa jeunesse et s'alignerait sur les dernières tendances de la mode. La conception était géniale dans sa simplicité. Au lieu des rubis ou des émeraudes traditionnels, alourdis par une histoire séculaire, le choix se porta sur l'aiguë marine, une gemme aux couleurs du ciel matinal et de l'eau de mer, symbole de pureté, de sérénité et de clarté. Pour un pays ayant conquis ses terres sur la mer, ce choix était empreint d'un symbolisme profond. Les joailliers devaient enchâsser cette fraîcheur délicate dans la monture la plus en vogue de l'époque, celle du style Art déco. C'est ainsi que naquit l'idée du diadème, pierre angulaire de la future collection. Ce n'était pas un simple cadeau d'anniversaire, c'était une déclaration. Une déclaration affirmant que la monarchie néerlandaise se tournait vers l'avenir, valorisait l'élégance et la modernité, tout en restant fidèle à ses racines et à ses artisans. Ainsi débutait l'histoire non pas d'un simple bijou, mais d'un symbole d'une nouvelle ère pour la maison royale d'Orange-Nassau. Oublions un instant l'histoire et laissons-nous porter par le regard du joaillier sur ses trésors. Au cœur de tout, sans aucun doute, trône le diadème de Kempen, Begeer et Vos. C'est un véritable étalon du style Art déco, où la fonction et la forme ne font qu'un. Imaginez une base de platine froide, presque chirurgicale, qui ne cherche pas à dissimuler sa structure, mais, au contraire, l'exhibe avec fierté. Elle est pavée,
comme une mosaïque précieuse, de diamants et d'aiguës marines à la taille carrée stricte, créant un motif géométrique rythmique. Aucune arabesque superflue, aucune floraison, juste une ligne pure et mesurée. Et au-dessus de cette fondation architecturale s'élèvent 7 briolettes d'aiguës marines en forme de gouttes. La briolette est une taille particulière, très complexe, où la pierre est entièrement facettée de multiples facettes triangulaires sur toutes ses surfaces, sans aucune table plate. Ces pierres sont suspendues par un orifice à peine visible au sommet, leur permettant de pivoter librement. Les 7 gouttes d'aiguës marines du diadème de Juliana sont 7 éclaboussures d'eau de mer figées, qui frémissent et scintillent au moindre mouvement de tête, projetant des étincelles bleues froides tout autour. Leur poids total, combiné aux platines et aux diamants, était perceptible mais non excessif, un équilibre parfait entre grandeur et délicatesse. Bientôt, un digne partenaire rejoignit le diadème, un collier, cadeau de la reine grand-mère Emma. Et là, nous retrouvons la même esthétique. C'était un collier plastron, où 6 aiguës marines carrées parfaitement assorties en couleurs et une pierre centrale rectangulaire légèrement plus grande étaient enchâssées dans de fines montures en platine, comme des fenêtres dans un palais de glace. Ces éléments étaient reliés non pas par un seul, mais par 3 fins brins, parsemés de petits diamants, ce qui créait une sensation de légèreté et d'aération, malgré la taille imposante des pierres. Mais ce collier recelait également un secret d'ingénierie. Il pouvait être facilement transformé et raccourci en un bracelet élégant. Ce n'était pas un simple luxe, mais un luxe intelligent, pratique, tout à fait dans l'esprit de son temps. Cette capacité de transformation est la signature de nombreux joyaux de la collection. De même, une paire de boucles d'oreilles avec des pendentifs briolettes offertes par la belle-mère, la princesse Armgard, permettait de porter la partie supérieure et les gouttes pendentifs séparément. La collection s'enrichissait, complétée par des présents plus personnels et intimes. Le mari de Juliana, le prince Bernard, lui offrit un grand pendentif d'aiguës marines en forme de poire qui pouvait être porté sur une longue chaîne en or pour un style plus décontracté, ou bien détaché de celle-ci, fixé à un collier de diamants pour les sorties officielles. Plus tard, il lui offrit également une broche avec une grande aiguë marine taille coussin, entourée d'une suite de pierres plus petites de la même teinte, comme une reine entourée de ses dames d'honneur. Chaque bijou était en soi un chef-d'œuvre, mais ensemble, ils commençaient à former quelque chose de plus grand. Ils furent créés par des maîtres différents, offerts par des personnes diverses à des moments distincts, mais ils étaient unis par un langage commun. L'éclat froid du platine, la pureté glaciale des aiguës marines brésiliennes et l'élégance stricte née de l'époque Art déco. Sous les yeux de tous, une parure inattendue, mais d'autant plus précieuse, prenait forme où chaque élément complétait parfaitement l'autre. Bien que le diadème fût un cadeau pour son 20e anniversaire, son véritable triomphe ne se déroula pas dans le silence des appartements royaux, mais sous les feux des projecteurs et les milliers de regards admiratifs. Imaginez l'un des premiers bals officiels, où la jeune héritière du trône devait se présenter dans toute la splendeur de son nouveau statut. Dans une salle où planait encore l'esprit des traditions rigides et des lourds joyaux historiques, l'apparition de la princesse Juliana fit l'effet d'une bombe d'élégance. Lorsqu'elle entra, tous les regards se tournèrent vers elle. Sur sa tête ne brillait pas une encombrante structure de diamants familiaux, comme on avait l'habitude d'en voir sur les têtes couronnées, mais quelque chose de radicalement différent. C'était un flash de lumière froide et pure. Le diadème d'aiguës marines de style Art déco ne pesait pas par sa magnificence, mais, au contraire, paraissait léger et aérien. Les 7 briolettes se balançaient au rythme de ses pas, captant la lumière et diffusant autour de son visage une douce lueur bleue, presque éthérée. Ce fut un coup de génie. À une époque où les monarchies à travers l'Europe tentaient désespérément de prouver leur pertinence, ce bijou devint une déclaration puissante. Il disait sans mots : « Voici notre princesse,
Elle est jeune, moderne, elle regarde vers l'avenir. Le diadème n'était pas un symbole d'ancien pouvoir et de richesse, mais devint l'emblème d'un goût raffiné et d'un luxe nouveau, plus discret et intelligent. Il s'harmonisait parfaitement avec les silhouettes droites des robes de l'époque et les coupes de cheveux courtes et audacieuses. La réaction fut immédiate et retentissante. Les chroniqueurs de journaux, habitués à décrire les caras et la valeur historique, se perdirent cette fois en comparaisons poétiques. Ils écrivaient non pas sur l'argent, mais sur le style. Le diadème fut comparé à des éclaboussures de mer figées, à des fragments d'iceberg, au ciel matinal sur la côte de la mer du Nord. Les murmures envieux dans les cercles de la cour furent remplacés par un bourdonnement d'admiration. Tous comprirent qu'ils avaient été témoins de la naissance d'un nouveau canon dans la mode joaillière royale. Ce soir-là, le diadème cessa d'être un simple cadeau précieux. Il devint une partie intégrante de l'image de la princesse Juliana, sa carte de visite. Il se transforma d'objet en légende. Cette première apparition en public scella son destin. Il était destiné à devenir non seulement un bijou, mais le symbole d'une époque entière dans l'histoire de la monarchie néerlandaise. Le tournant était arrivé et le chef-d'œuvre d'Aigumarine commençait son chemin vers l'immortalité. Après son début triomphal, les joyaux d'Aigumarine ne furent pas rangés au coffre en attendant le prochain grand événement. Au contraire, ils devinrent les fidèles compagnons de la reine Juliana tout au long de sa vie. Si les lourds insignes historiques de la maison d'Orange-Nassau étaient son devoir, cette parure aux couleurs de la vague était son choix personnel, sa bouffée d'air. C'est entre ses mains que la collection acquit son âme et vécut son âge d'or. Chaque nouveau bijou ajoutant à la collection n'était pas simplement un autre achat. C'étaient des jalons de son histoire personnelle. Le collier de sa grand-mère, la reine Emma, la reliait au passé, au matriarche de la dynastie. Et les boucles d'oreilles de sa belle-mère, la princesse Armgarde, et surtout la broche et le pendentif de son mari, le prince Bernard, étaient des signes tangibles d'amour et de bonheur familial. La collection grandissait non pas selon un plan, mais par l'appel du cœur, se transformant en une précieuse chronique de sa vie, de jeune princesse à épouse aimée, mère et monarque régnante. La reine Juliana ne se contentait pas d'admirer la beauté de ses parures, elle en appréciait par-dessus tout l'ingénieuse praticité. Elle exploitait avec maestria leur fabuleuse capacité de transformation. Pour un somptueux banquet d'État, elle pouvait arborer l'ensemble complet, tiare, collier, bouclés d'oreilles et broches, incarnant ainsi la quintessence de la majesté royale. Tandis que le lendemain, pour une réception moins formelle, elle pouvait apparaître avec ce même collier, habilement converti en bracelet à son poignet, complété uniquement par de discrètes boucles d'oreilles. Cette modularité lui permettait d'adapter le faste à chaque occasion, une approche qui s'harmonisait parfaitement avec son style de règne plus démocratique et terre-à-terre. À ses yeux, ces gemmes n'étaient pas de simples accessoires, mais de véritables talismans. De nombreuses photographies et portraits officiels la dépeignent arborant précisément ces joyaux d'Aigumarine. Elle les choisissait pour les moments les plus emblématiques, visites d'État, célébrations familiales et clichés officiels diffusés aux quatre coins du globe. Ce choix n'avait rien d'anodin. La couleur sereine et limpide de l'Aigumarine, dépourvue de la pompe agressive des rubis ou de la solennité austère des émeraudes, reflétait à la perfection son propre tempérament, calme, sage et profondément humain. Au fil du temps, la parure d'Aigumarine devint sa signature officieuse. Lorsque la cour et le public évoquaient les joyaux personnels de la reine Juliana, cette tendresse glacée était la première image qui leur venait à l'esprit. Elle s'était tellement imprégnée de ces ornements qu'ils ne semblaient pas simplement posés sur elle, mais comme un prolongement naturel de sa personne. Elle ne se contentait pas de les porter, elle vivait avec eux. Ainsi, au cours de décennies de règne, entre les mains d'une seule femme, des cadeaux disparates
et des acquisitions diverses fusionnèrent pour former un ensemble cohérent, indissociablement lié à sa personne. Ce fut son âge d'or, mais aussi celui de ses aiguës marines favorites qui scintillaient sur elle, reflétant non seulement la lumière des projecteurs, mais aussi la chaleur de sa personnalité. À première vue, l'histoire de la parure d'aiguë marine semble irréprochable. Elle ne porte ni trace sanglante, ni malédiction, ni récit de vol, contrairement à bien d'autres joyaux célèbres. Son ombre est bien plus subtile, plus humaine, et par là même, peut-être, plus tragique. Cette ombre a un nom, le prince Bernhard de Lippe-Biesterfeld, époux de la reine Juliana. Un personnage charismatique, charmant, mais à la fois extraordinairement controversé, dont la vie fut émaillée non seulement de fastes, mais aussi de retentissants scandales. Ce fut lui, l'époux attentionné, qui offrit à Juliana certains des éléments les plus emblématiques et les plus personnels de la collection. Un pendentif délicat et une broche splendide. Ces présents étaient des symboles publics de leur union, des marques tangibles d'affection. Ils étincelaient lors des réceptions officielles, façonnant l'image d'un couple royal parfait. Mais derrière cette façade étincelante se dissimulaient des secrets qui, un jour, éclatèrent au grand jour et ébranlèrent non seulement les Pays-Bas, mais le monde entier. En 1976, un scandale retentissant éclata, connu sous le nom de « Affaire Lockheed ». Des documents furent rendus publics, révélant que le prince Bernhard, qui occupait de hautes fonctions militaires, avait accepté un pot de vin d'un montant de plus d'1 million de dollars de la part de l'entreprise aéronautique américaine Lockheed. Cette somme était destinée à ce que le prince influence la décision du gouvernement néerlandais concernant l'acquisition de chasseurs. Les accusations étaient d'une telle gravité que le pays se retrouva au bord d'une crise constitutionnelle. Que ressentait la reine Juliana ces jours où le nom de son mari était traîné dans la boue par la presse mondiale? Que pensait-elle en regardant cette broche d'aiguë marine, cadeau de l'homme accusé de corruption d'État? Le froid éclat de ses gemmes ne lui semblait-il pas désormais une cruelle dérision? Le symbole de l'amour s'était-il mué en un amer souvenir de trahison, non seulement de ses sentiments intimes, mais aussi de la confiance d'une nation entière? Nous ne le saurons jamais avec certitude. La reine Juliana endura ce coup avec dignité, préservant à la fois sa famille et la monarchie. Le prince Bernhard fut contraint d'abandonner toutes ses fonctions officielles, mais échappa aux poursuites judiciaires. C'est un drame silencieux, non consigné dans les mémoires. Nous ne pouvons que distinguer les faits des conjectures. Un fait, le prince offrit des joyaux à la reine. Un autre fait, sa réputation fut gravement entachée. Cependant, la seule juxtaposition de ces deux faits jette sur le bleu immaculé des aiguës marines une ombre légère mais indélébile. Cette ombre ne plane pas sur les pierres elles-mêmes, mais sur l'histoire d'amour et de confiance qu'elles étaient censées incarner. Les années s'écoulèrent, et l'âge d'or de la reine Juliana, comme toute époque, commença son déclin. En 1980, après 32 ans de règne, elle abdiqua en faveur de sa fille aînée, Béatrix. Avec la couronne, Juliana transmit également les régalias officiels. Quant à ses trésors d'aiguës marines, ses parures personnelles tant aimées, elles apparurent de plus en plus rarement en public, s'enfonçant dans le crépuscule de la vie privée de l'ancienne reine. Elles disparurent de la scène avec leurs propriétaires et un inquiétant silence s'ensuivit. Lorsque, en mars 2004, la reine Juliana s'éteignit, le rideau tomba définitivement sur toute une époque. Et avec le deuil national, dans les cercles des connaisseurs et des historiens de la joaillerie, une question unique, mais d'une importance capitale, planait. Quel sort serait réservé à sa collection d'aiguës marines? Ces joyaux étant sa propriété personnelle, il devait donc faire partie de son héritage, destiné à être partagé entre ses 4 filles. Le spectre de la dispersion planait sur cet ensemble unique. Dans le monde des collectionneurs,
Il n'y a pas de plus grande tragédie que le démembrement d'une parure historique. Le monde retenait son souffle, imaginant comment la tiare échairait à une princesse, le collier à une autre, tandis que les broches et les boucles d'oreilles seraient vendues pour couvrir les droits de succession, disparaissant à jamais de la vue de tous. Des décennies d'histoire, des souvenirs intimes, une harmonie stylistique unique, tout cela risquait d'être impitoyablement dispersé et anéanti d'un simple trait de plume notariale. Ce fut l'acmé de la tension pour l'histoire de cette collection. Elle n'appartenait plus à un monarque en vie. Elle était devenue une masse successorale, un actif, un objet de procédure juridique. L'atmosphère émotionnelle était imprégnée de la tristesse des adieux, non seulement à une reine aimée, mais aussi de la perte éventuelle de tout un chapitre de l'histoire joaillière des Pays-Bas. Le destin de l'héritage d'Aigumarine se jouait à huis clos, et le monde entier ne pouvait qu'attendre le verdict. Et lorsque le silence angoissant fut, enfin, brisé, la décision de la famille royale se révéla à la fois géniale et profondément émouvante. La collection ne fut pas dispersée, elle ne fut pas vendue, elle ne fut pas transformée en une froide pièce de musée. Les joyaux furent transférés à un fonds spécialement créé, la fondation de la maison d'Orange-Nassau. Ce fut un mécanisme juridique sage et clairvoyant, élaboré dans un unique but, préserver à jamais l'intégrité du patrimoine historique et culturel de la dynastie et le transmettre d'un monarque régnant à l'autre. Mais la véritable seconde naissance ne fut pas un acte juridique, mais un spectacle vivant et éblouissant. Le retour triomphal sur la scène mondiale eut lieu lors d'un dîner de gala, lorsque la reine consort Maxima apparut sous les feux des projecteurs, la tiare d'Aigumarine étincelant sur sa tête. À cet instant, un soupir collectif de soulagement et d'admiration parcourut les salles du palais et les pages des magazines. L'artefact était de retour, et c'était une relecture absolument nouvelle. Sur la reine Juliana, la tiare était le symbole d'une élégance mesurée et de la sagesse de l'après-guerre. Elle portait en elle l'empreinte de sa personnalité calme et humaine. Sur la reine Maxima, femme éclatante, charismatique et expressive, le bijou se révéla sous des couleurs audacieuses et inédites. La froide géométrie art déco s'accordait parfaitement avec son goût pour les styles audacieux et spectaculaires. Ce n'était plus un artefact nostalgique du passé, mais un accessoire puissant et contemporain, une déclaration de force et de modernité pour la monarchie du XXIe siècle. C'est à cet instant précis qu'il devint évident. La valeur de la parure avait atteint son apogée absolu. Son prix ne se mesurait plus seulement au carat d'Aigumarine, aux platines ou au nom de la maison de joaillerie. Sa valeur inestimable résidait dans son histoire ininterrompue, son intégrité préservée, son statut de patrimoine vivant. La décision de conserver la collection unie et de la transmettre la transforma d'un objet précieux en un symbole inestimable de continuité. Ce ne fut pas un simple retour de bijoux, ce fut une véritable intronisation, l'intronisation du patrimoine lui-même qui avait vaincu le temps, les formalités juridiques et la menace même de l'oubli. Les trésors d'Aigumarine retrouvèrent leur place légitime au centre de l'attention générale. Aujourd'hui, les trésors d'Aigumarine de la reine Juliana ne sont pas relégués dans une réserve muséale poussiéreuse et n'appartiennent pas à une seule personne au sens habituel du terme. Leur gardien est une structure juridique unique, la fondation de la maison d'Orange-Nassau. C'est une invention géniale, conçue pour résoudre le problème éternel des familles royales. Comment préserver les biens familiaux sans en faire une propriété personnelle, susceptible d'être vendue ou partagée entre les héritiers? Ainsi, le statut actuel de la collection est unique. Ce ne sont plus de simples accessoires, fussent-ils royaux. Ce sont des artefacts historiques qui n'appartiennent pas juridiquement à la reine Maxima en personne, mais à l'ensemble de la maison d'Orange-Nassau par l'intermédiaire de la fondation. Lorsque nous la voyons parée de ces bijoux,
Elle les utilise, en substance, à titre temporaire, en tant qu'épouse du monarque régnant. Elle devient non pas la propriétaire, mais la gardienne temporaire, dont les devoirs incluent non seulement le port de ses trésors, mais aussi la garantie de leur préservation pour les générations futures. Bien sûr, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'aspect financier de la question. Quelle est la valeur actuelle de cette collection? Il est impossible de donner un chiffre exact, et d'ailleurs, cela serait insensé, car ces joyaux n'apparaîtront jamais aux enchères. Mais on peut affirmer avec certitude qu'elle est astronomique. Sa valeur résulte de plusieurs facteurs clés. La qualité exceptionnelle des grandes aiguës marines brésiliennes et du platine, le travail d'une prestigieuse maison de joaillerie, et bien sûr, une provenance impeccable. Ce ne sont pas de simples joyaux, ce sont des joyaux créés pour une reine, portés par une reine, et qui sont désormais portés par une autre reine. Ce seul fil historique ininterrompu multiplie leur valeur par dizaines. Mais tout chiffre demeurerait une simple abstraction. L'essentiel, c'est que la Fondation a transcendé la valeur marchande de cette parure. Elle l'a métamorphosée en une pièce inaliénable du grand canevas culturel et historique des Pays-Bas. Sa véritable valeur ne se mesure désormais plus en carats ni en dollars, mais bien en son immortalité. Elle est devenue le symbole non de la richesse, mais de la continuité, et sa mission première est de perpétuer éternellement le souvenir de sa première détentrice et de servir les reines des Pays-Bas à venir. Ainsi, nous revenons à la question que nous nous sommes posée d'emblée. À cette inquiétude qui flottait dans l'air après le décès de la reine Juliana. Qu'adviendrait-il de son héritage? Cet ensemble, réuni pièce par pièce, fruit d'un attachement sincère, serait-il impitoyablement démembré et dispersé aux quatre vents lors de ventes aux enchères internationales? Nous connaissons désormais la réponse. Non. La sagesse et l'amour de leur propre histoire l'ont emporté sur le gain immédiat. La menace de l'oubli s'est évanouie. La parure d'aiguë marine de la maison d'Orange-Nassau illustre parfaitement comment un joyau peut transcender sa simple matière pour devenir quelque chose d'incommensurablement plus grand. S'il ne s'agissait que d'une sélection de pierres précieuses, même serties avec un art consommé, son histoire se serait achevée avec la mort de sa détentrice. Mais ces bijoux sont d'une toute autre nature. Ils ont absorbé en eux la complexité, la joie et le drame des existences humaines. Dans l'éclat froid de ces gemmes s'est figée toute une époque. Ils portent en eux l'esprit audacieux de l'art déco qui a succédé à la splendeur de l'ancien monde. Ils reflètent la fierté d'une nation pour ses orfèvres. Ils conservent la chaleur d'un présent d'une grand-mère aimante et la complexité de l'amour d'un époux dont le nom fut lié non seulement à la tendresse, mais aussi à des scandales. Ils incarnent le caractère de la reine Juliana elle-même, sa dignité réservée et son élégance. Ce n'est plus une simple collection, c'est une chronique tissée de platine et d'aiguës marines. Une chronique de l'éclosion d'une princesse, le récit du règne d'une reine et enfin, l'histoire de la sage décision d'une famille entière qui a choisi de préserver la mémoire plutôt que de se partager un patrimoine. Chacune des apparitions de ces joyaux sur la reine Maxima n'est pas une ostentation de richesse. C'est un nouveau chapitre de l'histoire, un dialogue entre le passé et le présent. C'est pourquoi la parure d'aiguës marines de la couronne néerlandaise est si captivante. Elle est devenue l'incarnation physique de la continuité. Elle est de la preuve vivante que la véritable valeur ne se mesure pas en carats, mais en générations. Ces gemmes nous rappellent que les grands chefs-d'œuvre de joaillerie ne se contentent pas de conserver l'histoire. Ils continuent de l'écrire, resplendissant de nouvelles facettes sur chaque nouvelle reine, et dans leur éclat froid et éternel, ce n'est plus le passé qui se reflète, mais l'immortalité.